Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir pour vous présenter le résultat des recherches archéologiques qui ont été conduites cet été juste à l'extérieur ici de la Maison des gouverneurs. Alors, ce soir, vous êtes conviés à un banquet à la Maison des gouverneurs. Vous allez voir un petit peu plus loin là, ce que ça signifie. Dans un premier temps, j'attire votre attention sur la façade de la maison qui apparaît du côté du chemin des Patriotes. Alors, ça a l'air bien normal d'avoir la façade de la maison orientée vers le chemin, mais vous allez voir un petit peu plus loin dans la conférence que ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, commençons dès maintenant avec la position géographique. Pas que je doute que vous ne sachiez pas où vous vous trouvez, là. Juste pour vous illustrer un petit peu du point de vue géographique. On est à l'embouchure de la rivière Richelieu qui donne finalement à la tête du lac Saint-Pierre, vis-à-vis l'archipel des îles du lac Saint-Pierre. Et si on s'en rapproche un petit peu, on voit qu'on est situé ici un peu en retrait du quartier historique de Sorel. Alors, le quartier historique, c'est là qu'a été établie la garnison militaire également. Et la Maison des gouverneurs a été bâtie en 1781 justement pour loger un des commandants de l'armée britannique, le général von Riedzel. Alors, il se retrouvait quand même à proximité relative de sa garnison, mais dans un contexte de villégiature. Donc, il était bien installé ici sur le bord de la rivière, en dehors de la ville. C'était vraiment un endroit là, très intéressant pour s'installer. J'ai ici une carte qui date de 1795 et qui nous montre la configuration des installations à cette époque-là. On est encore au 18e siècle, donc c'est comme ça depuis le début. Et l'élément principal qu'on remarque, c'est le chemin d'accès ici qui donne du côté de la rivière. Donc, nécessairement, on accédait à la Maison des gouverneurs par la face de la rivière. C'est tout à fait logique de voir que la façade était orientée de ce côté-là, la rivière étant juste là. On remarque qu'il y a également un chemin à l'arrière de la maison qui va rejoindre la route vers Saint-Ours. Et ce chemin-là est beaucoup plus éloigné que le chemin des Patriotes actuel, là. Donc, aujourd'hui, c'est tout bâti, là, c'est des quartiers domiciliaires. Mais à cette époque-là, vous voyez qu'il n'y avait rien autour. Et si on regarde plus spécifiquement l'organisation des lieux, on voit qu'il y a des bâtiments annexes. Ici, il y a comme un grand hangar, des petits bâtiments ici. On a un beau jardin organisé en damier. Et tout ça, ça se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, évidemment, on n'a aucune chance de retrouver les vestiges associés à ces éléments-là, mais toujours est-il que la Maison des gouverneurs, elle est bien là. Et un autre élément d'intérêt, c'est certainement les deux ailes de chaque côté de la maison. On dit qu'elles sont encore là aujourd'hui, mais ce ne sont plus les ailes d'origine. À cette époque-là, elles avaient la même longueur que le corps principal du bâtiment et elles étaient plus étroites. Elles ont été démolies à la fin des années 1800 pour être rebâties au début des années 1900 selon la configuration actuelle. Donc, ce n'est pas les mêmes ailes que celles qui apparaissent sur ce plan-là. L'origine du projet archéologique, comme Julie l'a mentionné, ça tient au réaménagement paysager de toute la propriété. Alors, vous voyez, là, ça, c'est le plan d'aménagement qui était proposé au départ. Et ça allait impliquer du terrassement, des excavations. Donc, on allait déranger le sol et nécessairement, là, il y avait un risque de perturber les vestiges archéologiques. Comme on se trouve sur un lieu historique national du Canada et que la maison elle-même est un bâtiment patrimonial inscrit au registre du patrimoine culturel du Québec, le ministère de la Culture, avant d'autoriser ou de participer à ces travaux-là, a demandé qu'il y ait un inventaire archéologique qui soit réalisé à la grandeur de la propriété. Alors, à ce moment-là, j'ai reçu un coup de téléphone, étant un des soumissionnaires potentiels pour réaliser ces travaux-là. Et c'est moi qui finalement les a accomplis. Alors, j'ai fait une quarantaine de sondages manuels à l'appel partout sur la propriété. Ce que vous voyez, les petits points rouges, là, c'est chacun des sondages que j'ai réalisés. Vous voyez, là, j'en ai mis pas mal partout. Alors, ces sondages-là, voici à quoi ça ressemble d'abord. C'est pas tellement gros, ça fait 50 par 50 cm environ. C'est creusé à la pelle et à la truelle si je découvre des objets.
Au fur et à mesure que je creusais, les déblais étaient tamisés dans un grillage au marque de 1/4 de pouce environ. S'il y avait des objets, je les récupérais. Je faisais également, je prenais en note l'étagement des niveaux du sol. On les voit très bien ici. Là, ça change de texture, ça change de couleur. Et ça finit par aboutir sur un beau sable fin. C'est le sol naturel. Rendu dans le sable, bien, il n'y a plus de vestiges possibles à trouver. Et toutes les propriétés reposent sur ce beau sable-là. C'est donc dire que s'il y a eu des aménagements de fait à un endroit et qu'on a creusé dans le sable, ça va laisser une trace évidente. Parce qu'évidemment, moi, j'allais toujours voir un peu plus profond, voir justement s'il n'y avait pas eu des perturbations qui étaient masquées, mais quand on a la séquence et qu'on voit que le sable est tout bien homogène, bien en place, c'est certain qu'on est rendu dans le sol stérile. Alors, évidemment, c'est le temps d'arrêter. J'avais quand même une bonne cible sur ce point-là. Permettez-moi de prendre une petite gorgée. C'était aléatoire, vous avez calculé ça? Les sondages ont été placés de manière systématique sur le terrain. Je les mettais au 10 mètres ou au 15 mètres. Juste comme ça, je vais répondre aux questions à la fin. Si vous avez des questions, gardez-les en mémoire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, est venu un moment où j'étais rendu au sondage numéro 37, identifié comme le sondage 1KK, parce qu'on les nomme avec des lettres, les sondages, et malheureusement, l'alphabet n'a que 26 lettres, donc nécessairement rendu au 37, j'étais rendu à 1KK. Je l'ai placé dans l'îlot des 3 drapeaux, qui est juste à la sortie ici, et il était à l'emplacement du cône orange que vous voyez là. Alors, pour moi, c'était simplement un bon endroit pour disposer un sondage, et je l'ai fait à cet endroit-là. Et vous voyez à droite l'étagement des couches du sol. Je vais vous le montrer avec le pointeur, ça va être plus facile. Rendu à 24 cm de profondeur, j'arrivais encore dans le calcaire concassé. C'était tout à fait moderne. Donc, nécessairement, il n'y avait pas d'intérêt du point de vue archéologique à cette profondeur-là. Je continuais de 24 à 40. J'avais du matériel, des objets, mais qui dataient du 20e siècle. Donc, évidemment, on continue. Tant qu'on n'a pas frappé le beau sable, on continue. C'est ça le principe. Alors, de 40 à 55, là, j'avais encore du matériel du 20e siècle, comme des clous ou des clous-ronds, par exemple, mais j'avais également des objets qui dataient du 19e siècle. Là, la céramique, c'est assez facile pour moi d'identifier. Quand je trouve de la céramique, des petits morceaux, là, je regarde les décors qu'il y a dessus, puis ça me donne assez facilement l'âge de cette céramique-là. Rendu à 55 cm, j'avais plus de matériel du 20e siècle. Mais là, j'avais vraiment, une démarcation nette. Et là, tout ce que je retrouvais sous cette profondeur-là, ça appartenait au 18e siècle. Alors là, pour moi, c'était vraiment intéressant parce que j'étais rendu dans la période la plus ancienne de l'occupation de la propriété. Et je descendais comme ça, je trouvais quelques objets. Tout d'un coup, il y avait une couche de sol, ça semblait fini. Mais je faisais toujours mon test comme dans mes sondages. Je descendais, hop, d'autres objets. Bien, ça veut dire qu'il faut continuer. On continue comme ça, on continue. Et rendu à 1,5 m, tout d'un coup, j'arrive dans une masse de matériel. Mais là, il y en avait, ça n'avait aucun sens. Tout était mélangé, la poterie, le verre, les ossements d'animaux, les coquilles d'huîtres. Il y avait vraiment un tas, là. C'était plein. C'était pas les fines couches que je retrouvais au-dessus de ça. Alors là, j'étais rendu... il ne faut pas oublier, là, je suis en train de creuser dans un sondage de 50 par 50 cm. Rendu à 1,35 m de profondeur, ça veut dire que j'ai la tête descendue dedans jusqu'à la moitié du corps, la truelle au bout de la main parce que je ne peux pas y aller avec la pelle, c'est plein de beaux objets. Puis là, je détache mes objets et il vient un moment où il faut que je ressorte de ce trou-là, puis je me retrouve pris là, ça ne veut pas sortir, là, je ne suis plus capable de sortir. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris ma truelle, je l'ai plantée dans la paroi, puis je m'en servais pour m'extraire. Et une fois sorti, je vous assure que je n'avais pas l'intention d'y retourner, là. Alors, le problème est que j'étais à 1,35 m, je n'avais toujours pas mon sable naturel, comme je retrouvais dans les autres sondages. Ça veut dire que ça descendait encore plus profondément que ça. Alors, et ça m'a pris 6 heures à faire cette colonne-là. Il n'était pas question d'agrandir là, pour aller voir plus profond. Alors, de toute manière, je savais qu'il y avait là un paquet d'objets. Ça datait du 18e siècle. Pour moi, c'est un potentiel d'un trésor archéologique qui se trouvait à cet endroit-là. Alors, j'ai tout refermé ça.
Et comme il ne devait pas y avoir d'aménagement particulier dans le projet d'aménagement paysager, il n'y avait rien de prévu de spécifique pour cet endroit-là, bien, c'était pas trop grave, là, dans le fond. Ça restait là, puis on le gardait en mémoire pour plus tard. Alors, tous les sondages, ce que ça m'a permis de faire, c'est de définir une zone d'intérêt archéologique, ce que vous voyez en rouge ici. Alors, sur cette zone-là, je trouvais du matériel du 18e siècle. Pour moi, c'était vraiment ça le plus intéressant sur la propriété ici. Alors, il y en avait pas mal dans le secteur de la terrasse, là, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait bien entendu notre fosse ici dans l'îlot des Trois-Drapeaux, puis il y en avait également sur le parterre avant. Et vous voyez un peu la forme étrange que ça prend, cette zone-là. C'est parce qu'elle est encadrée par des grosses canalisations. Et regardez, là, toutes les lignes jaunes, ce sont toutes des canalisations qui se dirigent vers l'usine de traitement des eaux usées qui est voisine de la propriété. Alors, nécessairement, pour faire l'installation de ces grosses canalisations-là, il a fallu creuser des tranchées. Puis quand je dis des grosses canalisations, ce n'est pas des petits tuyaux, là, c'est du gros tuyau qui est là. Alors, ça a perturbé nécessairement le sol sur des largeurs de 5 à 10 mètres. Et évidemment, le potentiel archéologique tombe à zéro dans ce temps-là. Mais tout de même, il nous restait quand même une belle superficie. Et en fonction des travaux qui devaient être réalisés, ça allait toucher surtout la cour du côté de la rivière. Donc, tout ce secteur-là ici, j'ai regardé ce que j'avais trouvé et ça l'a permis de définir une autre étape de la recherche archéologique qui est la fouille de sauvetage. Donc, les sondages qui avaient livré des choses intéressantes, ça m'a permis d'en refaire d'autres plus rapprochés. Alors, vous les voyez, ça, ce sont tous des nouveaux sondages qui ont été faits pour la fouille de sauvetage. Et en particulier, le carré qu'on voit en 3E ici, là, c'est 1 mètre carré. On le voit qui est plus gros que les autres, il est 4 fois plus gros. Alors, à cet endroit-là, voici ce que j'ai découvert. C'est une fosse qui s'enfonce dans le sable stérile. Donc, ici, on a le fond de sable. Et on voit très bien la fosse qui contient du charbon de bois, contient des fragments de briques et aussi quelques objets qui étaient tout à fait diagnostiques du 18e siècle. Alors, ce que ça représente, cette fosse-là, c'est probablement un endroit où on a brûlé des débris de la construction du bâtiment en 1781. Alors, c'était très intéressant, mais ce n'était pas très prolifique en termes d'objets. Mais c'est un endroit qui allait être aménagé là, pour l'aménagement paysager. Et finalement, ce qui s'est passé quand ils ont fait les travaux, ils n'ont pas véritablement creusé à cette place-là, ils ont comme plutôt rajouté du sol, ce qui signifie que tout le restant de cette structure-là est encore en place sous l'aménagement actuel et ça demeure là, intact, éventuellement disponible pour des fouilles plus tard. Alors, suivant la fouille de sauvetage, ce que j'ai fait, c'est que pendant les travaux, j'ai fait de la surveillance des excavations. Il y avait de la machinerie qui travaillait, il y en a qui amenaient du sol, il y en a d'autres qui en enlevaient. Et en particulier, sur ce qu'on a appelé la Grande Allée ici, ils ne creusaient pas là, très profondément, mais ils en enlevaient une bonne épaisseur et ça leur donnait accès à des zones de combustion des déchets ici, que je vais vous le montrer comme ça va être un peu mieux. Des zones de combustion des déchets qui sont identifiées par les cercles rouges que vous voyez ici. Il y en a même un juste ici. Et le 4D en particulier, voici ce que ça avait l'air. Alors là, on commençait juste à le voir à ce moment-là. C'est un paquet de cendres. Il y a du charbon de bois. Il y avait beaucoup de clous ronds qui nous indiquent qu'on est au 20e siècle. Et je vous ramène juste en arrière. Remarquez la position là, de cette zone de combustion des déchets. C'est en face de cette porte-là. La porte qui constituait la façade du bâtiment, la porte d'entrée principale. Là, ça n'a pas de bon sens de faire brûler ces déchets en face de la porte d'entrée. Alors, on comprend qu'à cette époque-là, au 20e siècle, il y avait déjà eu une inversion de la façade du bâtiment vers le côté du chemin des Patriotes. Et ça, c'en est la preuve. Sinon, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait là. Ça n'a aucun sens, là. Alors, puis ils l'ont fait à plusieurs occasions. Vous voyez là, les autres fosses, là. Alors, on faisait brûler les déchets dans la cour, ce qui est tout à fait normal parce que la façade était rendue de l'autre côté. On l'a vu. Alors, suivant toute cette série d'étapes-là, moi, j'ai fait des recommandations à la ville de Sorel-Tracy. Je leur ai recommandé, dans un premier temps, de protéger de manière intégrale la zone de l'îlot des Trois-Drapeaux, évidemment à cause de ce que j'avais trouvé dans mon sondage 1KK.
Je recommandais également de faire la fouille de cette fosse-là, de voir de quoi il s'agissait, parce qu'il y avait dans le projet d'ensemble un volet de mise en valeur des premiers habitants, des premiers occupants de la maison. Et ça devenait un moyen idéal de l'atteindre, ce volet-là, de l'accomplir, en extrayant une quantité de matériel qui allait servir à documenter justement le mode de vie de ces premiers occupants-là. À ce moment-là, c'est l'information qu'on avait, provenait toute du sondage, et on ne pouvait pas imaginer ce que ça représentait dans la réalité, mais il semblait y avoir beaucoup de matériel et ça valait la peine. Et l'idée, c'était de faire une exposition justement sur les modes de vie et l'histoire des premiers occupants. Alors, en 2021, cet été, la ville de Sorel-Tracy a repris contact avec moi pour réaliser cette étape-là. Alors, j'étais vraiment heureux parce que pour moi, je voyais là un potentiel assez incroyable. Avec ce que j'avais découvert en 2017, je me doutais bien que j'aurais bien du plaisir à faire ces travaux-là. Ce qui s'est avéré d'ailleurs. Alors, ce que vous voyez là, c'est ma stratégie d'intervention. On voit ici le petit sondage 1KK qui a été fait en 2017. Et pour planifier ces travaux-là, j'avais estimé qu'il faudrait environ 4 mètres carrés pour couvrir la zone là, de la fosse. Alors, évidemment, on fait des calculs basés sur une estimation et on n'a aucune certitude que ça va bien être ça. Alors, j'ai séparé mon intervention en 2 excavations, me disant que la première, qui est identifiée comme 5AA, j'allais la centrer sur mon sondage parce que je ne savais pas de quel côté ça allait partir. Puis là, on se doutait bien qu'il y avait une fosse creusée dans le sable. Pour moi, c'était une évidence, mais je ne savais pas de quel bord elle irait. Donc, j'ai dit, on va se centrer dessus. La deuxième excavation, elle, servirait à couvrir le maximum de cette fosse-là en l'ajustant en fonction de ce qu'on allait voir dans la première. Donc, ça, c'est le résultat que ça a donné. 5AA est centré sur le sondage et 5B est un peu en décalage. Finalement, je ne m'étais pas trompé de grand-chose et ça a fonctionné tel que je l'espérais. Ça, c'est l'excavation de 5AA. Alors, comme il y avait beaucoup de couches de sol, là, je ne pouvais pas fonctionner par petites couches. Là, je suis allé par ce qu'on appelle des niveaux arbitraires. Déjà, avec les informations dont je disposais de 2017, je savais très bien que jusqu'à 25 cm, on était dans le moderne. Ça ne servait absolument à rien de se casser la tête avec ça. À la pelle, on a retiré rapidement le niveau 0,25. Le 25-40 a également été creusé à la pelle, mais en portant quand même attention à ce qu'on pouvait voir, s'il y avait des objets. On ne tamisait pas ce sol-là, ça ne valait pas vraiment la peine parce que c'était tout du matériel du 20e siècle. De 40 à 50, là, on savait qu'on allait attraper du matériel des années 1800, du 19e siècle. Donc, ça a été creusé à la pelle, mais plus minutieusement, hein, et tous les déblais ont été tamisés. Là. On avait un système à double tamis là, sur un gros trépied, alors ça allait bien. Là. On a tout tamisé, ce matériel-là. Et là, on a retrouvé des objets, justement, du 20e siècle. Là, il y en avait jusqu'à 50, mais ils étaient mélangés avec ceux du 19e. Et notre cible, dans notre stratégie, c'était de commencer à faire la fouille manuelle, la fouille fine avec la truelle, à partir de 50 cm de profondeur. Et là, j'ai fait un 50-60. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Ça appartenait au 18e, mais c'était pas grand-chose. Alors, je me suis dit, bon, on va faire des 15 cm au lieu de faire des 10. Là. À un moment donné, il faut que ça avance. Là. Alors, on a passé de 60 à 75. Et là, c'est encore une fois, là, on voyait l'étagement, un petit peu de sol, quelques objets, un petit peu de sol, quelques objets. Ça représente, en fait, l'utilisation domestique et graduelle des latrines, tout simplement. Et la prochaine étape a été... Oh, OK, j'arrête là. J'arrête à 60 cm, OK? On va regarder ce que j'ai découvert à 60, puis après ça, on reviendra continuer plus profond. À 60 cm de profond, j'arrive sur des ossements de grosses volailles, une dinde ou un dindon, quelque chose comme ça. Et les os sont en articulation. Ce sont les os des pattes qui sont représentés là et le bas de la bédaine de l'oiseau. Alors, de cette grosseur-là, c'est une dinde ou un dindon. Et j'en fais la fouille doucement. Puis qu'est-ce que ça veut dire de retrouver ça?
dans les latrines, ça veut dire qu'ils ont mangé juste les poitrines, ils n'ont pas mangé les cuisses, parce que s'ils avaient mangé les cuisses, on ne les retrouverait pas tout en articulation comme ça. Alors, c'est un indice de comportement associé à une classe sociale qui ne mange pas les cuisses. Les autres, ils mangent juste la poitrine. Alors, mais c'est intéressant parce que quand on trouve des indices de même, il faut savoir les interpréter, il faut en tirer profit, puis ça correspond bien avec ce à quoi on peut s'attendre. Et d'autre part, comme je dégageais ça, j'ai trouvé ici un ensemble de petits cailloux. Et c'est vraiment dans bédaine de l'oiseau. Donc, ce sont les cailloux de digestion. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste en biologie aviaire, là, mais tout de même, je sais qu'on peut retrouver ce type de cailloux-là parce que la volaille, quand elle se nourrit au sol, elle ramasse souvent là, des grains de maïs, qu'on jette du grain aux oiseaux. Et de temps en temps, bien, ils vont ramasser des petits cailloux en même temps. Et quand je regarde ces cailloux-là, je me dis que je les connais. Je les connais de 2017 parce que j'ai trouvé des anciens sentiers ailleurs sur le terrain. Et ces sentiers-là, on les reconnaissait parce qu'ils avaient mis du caillou décoratif dessus. Et c'est exactement ça, des petits cailloux jaunes comme ça. Et c'est un deuxième indice qui nous apprend quelque chose d'autre, c'est-à-dire que cette volaille-là vivait sur la propriété ici, se nourrissait de ces petits cailloux-là qu'il y avait sur les sentiers. Donc, ce n'est pas un oiseau qu'ils ont ramassé chez le boucher pour manger ici. Non, il vivait ici, cet oiseau-là. Alors, vous voyez, là, quand on fait la fouille fine et qu'on porte attention à tous ces petits détails-là, l'histoire qu'on arrive à reconstituer. Alors, revenons à notre séquence stratigraphique. Je m'en vais dans le bon... OK. On était à 60, ça, l'oiseau était à 60 cm. Donc, on continue 60 à 75, on continue 75 à 90. Et là, il commence à avoir du matériel là, valant la peine. Et tout à coup, rendu à 105, on tombe dans notre masse de matériel. C'est ça qu'on était venu chercher, en fait, là. Évidemment que toute l'information qui se trouvait au-dessus était importante. Il fallait la collecter et la ramasser correctement, selon les standards de l'archéologie. Mais on avait une cible, et la cible, elle était là. Alors, voici ce qu'on a découvert dans la fosse. Là, on voit très bien qu'à partir de 90 cm, ce qu'on voit, c'est qu'on a le rebord de la fosse. On a la partie ouest ici. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. On a la partie ouest. Comment est-ce qu'on s'oriente? Oui, OK. Ça, c'est l'ouest, ça, c'est le nord ici. Donc, j'avais la limite nord et j'avais la limite ouest. Et ce qu'on voit d'une manière évidente, c'est que ça s'enfonce dans le sable. C'est ce que je vous disais tantôt, là. Quand il s'est passé de quoi dans le sable, ça devient évident parce que ici, on a du beau sable beige bien clair, puis là, on a de la terre brune. Et ce qu'on retrouve là-dedans, c'est la masse d'objets. Regardez dans le bac à vaisselle ici, là, tout ce qu'on a ramassé. Là, on est en train de fouiller ça. C'était difficile de ramasser le matériel tellement que c'était tout imbriqué, là. Et ce que ça nous dit, c'est que c'est complètement différent de ce qu'on retrouvait au-dessus avec le litage, où on avait du sol, on avait un petit peu d'objets, du sol, un petit peu d'objets. Là, on avait une masse, c'était tout imbriqué. Et ce que ça signifie, c'est que c'est un événement ponctuel. Il s'est passé une chose et on a rejeté tout ce matériel-là en même temps. OK? C'est plus l'utilisation graduelle des latrines, là. C'est vraiment un événement. Alors, là-dedans, on retrouvait de la vaisselle empilée. Là, on le voit d'ailleurs ici. Là. Les assiettes là, ont été jetées comme ça. On arrive avec une pile d'assiettes puis on les jette dans les latrines. Et je ne vous ai peut-être pas spécifié encore ce point-là jusqu'à maintenant, mais ce sont des latrines. OK? Ce n'est pas une fosse à déchets, ce sont des toilettes. Et c'était tout à fait courant à cette époque-là de rejeter les déchets dans la fosse des toilettes. Alors, ça il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. La surprise, c'est ce qu'on a découvert dedans. Là, comme je vous dis, regardez ça, les assiettes sont empilées, donc nécessairement, là, on a ramassé les assiettes sur la table, on a fait une pile avec et on les a jetées dans les latrines. Alors, c'est un comportement qui a une signification. Et là, justement, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Normalement, la vaisselle, moi, je la lave après le repas. Là. Eux autres, ils ne la lavaient pas, ils la jetaient. Alors là, ça commence à ressembler à un comportement où on cherche à impressionner les convives.
Alors, non seulement on jette les déchets, mais on jette la vaisselle, puis tant qu'à faire, bien, on jette la verrerie de table avec. Alors, tout a été jeté dans cette fosse-là. Alors, là, vraiment, là, on commence à réfléchir sur la signification de tout ça. Et vous voyez, même les gros plats on en voit deux ici, là, les plats de préparation ont été jetés, on le voit juste ici, ont été jetés là, puis les plats, on les retrouvait, ils étaient en articulation, là. C'est pas quelqu'un qui a cassé de la vaisselle ici, puis qui a ramassé ça avec le balai, puis qui est allé jeter ça, un paquet de morceaux. Non, non, on a jeté les pièces complètes dans la fosse, et quand on faisait la fouille, on trouvait toutes c'est sûr qu'ils étaient fracturés, là, mais les morceaux étaient tous en articulation, là. Donc, c'est l'indice que les pièces ont été jetées complètes dans la fosse telle quelle. On voit d'ailleurs une autre assiette ici. Vous voyez l'amoncellement de bouteilles. Alors, on a des fonds ici, on en a ici, il y en a partout là-dedans. En fait, quand on compte les fonds ou les goulots, on a le choix, là, on arrive à plus de 40 bouteilles de vin qui ont été jetées là en un seul événement. Donc, là, on est sur un banquet de grande envergure, là, OK? C'est pas à la portée de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, là, d'utiliser et de boire une telle quantité de bouteilles de vin, là. Et à travers tout ça, on trouvait beaucoup de petits fragments de verre très fins. Puis, c'était des petites concentrations, là. En fait, moi, ça me faisait penser comme quand on casse une ampoule électrique, là, vous savez, l'épaisseur que ça a, c'est vraiment très fin. Ça ressemblait à ça, mais en verre plutôt qu'en transparent, là. Et par une chance incroyable, j'ai fini par comprendre de quoi il s'agissait. Voici, on a découvert une fiole complète de ce verre extrêmement fin et fragile. Il s'agit d'une fiole de grappa italienne. Alors, c'est une boisson forte, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là. C'est délicieux, d'ailleurs. Et c'était beaucoup en usage dans la marine britannique. Ils servaient ça 2 fois par jour aux marins, comme fortifiant, comme remontant. C'est sûr que je l'aurais pris moi aussi si on me l'offrait. Alors, puis on a également découvert, à peu près juste un peu à côté, des cerclages en fer de tonnelets de rhum. Donc, c'est encore une autre boisson qui était utilisée dans la marine, puis qui a fini par remplacer la grappa, d'ailleurs. C'est pas quelque chose de très connu, là, en général, l'usage de la grappa dans la marine. J'ai quand même dû faire quelques petites recherches pour le documenter. Et on se trouve à une époque où le rhum, qui était moins dispendieux et se retrouvait dans des contenants plus pratiques, a remplacé la grappa finalement. Puis après ça, bien, il y avait juste le rhum. La grappa est disparue du décor. Mais ça, franchement, c'est pratiquement miraculeux. Et j'avoue que si je n'avais pas découvert cette fiole-là, je n'aurais jamais su interpréter les petits morceaux que je trouvais, là. À travers tout ça, c'était plein d'ossements, de coquilles. Là, j'ai essayé de vous présenter ça de manière à faire un genre de séquence de service, si on veut. Alors, il y avait beaucoup de coquilles d'huîtres. Il y avait également des coquilles de moules, des moules d'eau douce. Nous autres, on est habitués de manger des moules d'eau salée. Je ne sais pas ce que ça goûte des coquilles de moules d'eau douce, là, mais franchement, je pense que ça ne doit pas être si bon que ça, étant donné qu'on n'en mange plus aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'ossements de poissons, dont des ossements d'esturgeon. L'esturgeon a des os qui sont faciles à identifier. Il y avait des os de petites volailles. Moi, ça me faisait penser à de la caille. Bien entendu, il faudra passer à l'identification de toute la collection d'ossements par des spécialistes en ostéologie qui vont nous dresser la liste des espèces. Moi, dans le fond, je vous dis ce que j'ai reconnu là, comme ça, sans trop chercher plus loin. Il y avait des os de volaille un peu plus gros, soit du poulet, de la dinde ou du dindon. On avait des os de petits mammifères. Ça, je suis vraiment curieux de savoir de quoi il s'agit. Ils ont peut-être mangé des écureuils. C'est une possibilité. Il y avait également des os de porc. Il y avait comme des côtes, des côtes levées, comme on peut retrouver à l'épicerie aujourd'hui. Il y avait aussi des os de bœuf. Alors, vous voyez là, toute la séquence là, de ces plats-là. On s'est vraiment payé la traite ce soir-là. C'est assez évident, là. Et dans le sol, en fouillant, on arrivait sur des masses de sol
brun plus pâle qui contenait des grandes quantités de graines de framboise et des noyaux de cerises. Alors, ça, c'est un peu étrange. Et ça a été étrange jusqu'au moment où j'ai découvert un pot de chambre, vous voyez juste ici. Alors, le pot de chambre, pratiquement intact, là, encore une fois fracturé, mais tout en articulation, et son contenu était dedans. Alors, vous imaginez, vous savez à quoi ça sert un pot de chambre? J'imagine. Alors, ça contient ce qu'on fait pendant la nuit et qu'on ne veut pas sortir dehors. Et c'est là vraiment qu'on a eu la preuve qu'il s'agissait des latrines, puisque le pot de chambre contenait des matières fécales humaines. Et dans ces matières fécales-là, c'était plein de petites graines de cerises. J'en ai une photo un petit peu plus gros agrandie. Et on a prélevé un échantillon de cette matière-là en vue d'en faire l'identification, de confirmer qu'il s'agissait bien de graines de framboise et de cerises. Puis on verra aussi qu'est-ce que ça peut nous apprendre d'autre. Je n'ai jamais fait ça auparavant, là, mais en tout cas, on a l'échantillon. Et je vous rassure, ça ne sentait plus rien. C'était comme de la terre, tout simplement. Là. Mais il fallait quand même en prendre un échantillon. Et parlant justement de latrines et de toute cette masse d'objets-là, c'est intéressant de comprendre qu'on a retrouvé ça dans le fond de la fosse. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de tout le litage qui est l'utilisation domestique régulière et normale des latrines. Bien là, tout ça, cette masse-là, ça reposait dans le fond de la fosse, ce qui signifie que ce soir-là, les gens sont arrivés là puis il y avait des latrines neuves. OK? Alors, c'est pas dur à comprendre que les invités qu'on recevait, on ne voulait pas leur faire sentir les odeurs nauséabondes de vieilles latrines. Là. Ils sont arrivés là, les toilettes étaient propres et neuves. Ça indique que les gens qu'on recevait, c'était du monde important. C'est des hôtes de marque, bien entendu. Alors, voici une fois la fouille complétée, à quoi ça ressemblait. En réalité, il s'agit d'un montage photo que j'ai fait parce que ça a été fouillé en deux temps. On a d'abord fouillé la section 1. Je vais le montrer comme ça. On a d'abord fouillé la section 5A ici. Et quand on a eu terminé, on s'est attaqué à la section 5B. Et les déblais d'excavation de 5B, on les mettait dans 5A, dont la fouille était terminée. On avait mis un panneau de bois ici. Alors, j'ai pu prendre une photo de la fouille terminée de 5A. J'ai fait la même chose pour 5B. Je les ai assemblés sur Photoshop pour nous donner la vue d'ensemble de ce que ça représentait en réalité. Et c'est ça, on n'avait plus de place là, où mettre la terre. Là, autour, on avait des buttes de terre. Donc, ça nous sauvait aussi de déplacer la terre deux fois. Là. Donc, ce qu'on a sorti de 5B, on l'a mis dans 5A, puis on a déjà sauvé pas mal d'efforts physiques juste à ce niveau-là. Quand on regarde ça, la fosse des latrines, elle a une forme grossièrement rectangulaire, je dirais. Elle est étirée dans ce sens-là, ce qui signifie fort probablement que c'était des latrines doubles. Alors, on imagine, ils creusent leur fosse, ils mettent une cabane là, une cabane de bois avec deux portes. Alors, les portes donnent accès au siège d'aisance et il y a fort probablement une cloison qui sépare les deux sièges. De cette manière-là, on est capable d'accommoder deux personnes à la fois et ça peut être pratique d'avoir justement des latrines doubles s'il y a beaucoup de monde ce soir-là et il y a des dames aussi, puis évidemment, il faut qu'il y ait un certain roulement aux toilettes, là, pas faire une file dehors. Donc, moi, c'est ce que ça me dit, c'est qu'il y avait des latrines doubles à cet endroit-là. Et tant qu'à être là, je vous fais remarquer qu'on a accroché deux autres fosses, une juste ici et une dans ce coin-là également. Et ces fosses-là sont beaucoup plus récentes. C'est des fosses qui datent d'après 1860, d'après le type de céramique qu'on a retrouvé dedans. Encore une fois, c'est de cette manière-là qu'on date les structures sans faire trop de recherche. On regarde le type de céramique. S'il y a des motifs d'épis de blé sur le bord de l'assiette, bien nécessairement, on est après 1860. Et ce que ça nous dit, c'est que ce secteur-là a été utilisé pendant longtemps pour placer les latrines. On est presque à 100 ans d'intervalle, là. Alors, c'est l'endroit où on mettait les latrines, qu'on appelle aussi des bécosses. Si on regarde un petit peu l'étymologie, c'est plutôt backhouse, en arrière de la maison. Et ça vient nous confirmer qu'à cette époque-là, la maison est encore orientée du côté de la rivière.
OK? Donc, l'arrière de la maison était là. Il faut se souvenir aussi que la rallonge sud de la maison était plus longue. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on a fouillé, c'est comme au bout de la rallonge. Tandis qu'à ce moment-là, il y avait un tiers de plus long, cette rallonge-là, et ça cachait le secteur de l'îlot des drapeaux. C'est toute de l'information qu'il faut assembler. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que là, on a une fosse du 18e siècle, mais pendant 20 ans, là, il n'y en a pas eu juste une. Là. Ça veut dire qu'il y en a d'autres fosses autour. Là. Si on poursuivait à faire des sondages pour essayer de voir, à un moment donné, c'est sûr qu'on va frapper d'autres latrines du 18e siècle, sans compter que celles du 19e ont aussi de l'intérêt. Parce que si on veut dater, si on veut documenter le mode de vie des occupants au 19e siècle, bien, c'est un bon moyen d'y parvenir. Alors, voici, ça, c'est le plan que j'ai dressé de cette fosse-là. Et on voit les profondeurs atteintes avec le point le plus profond qui est ici qui est à 1,70 m sous la surface. Et ce qu'on constate également, c'est que quand j'ai placé ma première excavation 5A, bien, j'ai manqué un petit bout là, de la fosse qui est ici, tandis qu'en décalant la deuxième excavation, j'ai presque atteint la limite. Alors, quand on pense que le matériel qu'on sortait, on veut être capable de le reconstituer, on veut recoller les morceaux autant que possible, donc ça nous les prend tous, ces morceaux-là. Il ne faut pas en laisser, parce que si on en laisse, on n'y arrivera pas. Là. Si on n'a pas le milieu de la bouteille, ça va être dur de mettre le goulot sur le fond. Alors, nécessairement, ici, j'ai gratté, c'était pas bien compliqué, là. J'ai juste sorti ce qui dépassait, puis on est arrivé très rapidement, environ à ça de profond, là, sur la limite de la fosse. Donc, il ne restait plus rien dans cette direction-là. Et il nous restait, en fait, ici. Et là, j'ai essayé par cette paroi-là. Donc, j'ai creusé un peu de même, mais surtout, je suis allé dans l'autre sens. Alors, j'ai travaillé en sous-œuvre. On ne fait pas ça habituellement en archéologie, mais là, quand on considère la masse de sol au-dessus, qu'est-ce que ça aurait impliqué de rouvrir encore plus grand? Là, on n'avait pas le temps de faire ça. Puis de toute manière, on était capable d'aller le chercher. Je l'ai fait et ça nous a donné ce magnifique plat complet qui est en place juste en dessous du coin. Là, j'étais là, ouais, ça valait la peine de se forcer. On est vraiment allé chercher une belle pièce. C'est celui qui apparaît ici sur la table, là, le deuxième. Là. Alors, c'est celui-là qui est sorti là, sur la petite partie. Et ça m'a permis de vider au complet. Donc, on a ramassé tous les morceaux. Pour en venir à dire que la fosse de ces latrines-là, on les a vidées au complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jusqu'à maintenant, là, on a plusieurs indices qui sont disponibles. Dans un premier temps, on a des datations. On sait que ça date avant 1790 parce que les bouteilles qu'on a découvertes, ce sont des bouteilles qui sont en vogue entre 1770 et 1790. Donc, 2 décennies, ce type de bouteille-là est utilisé. D'autre part, à partir de 1790, on utilise des clous qu'on dit découpés en fer laminé. Et tous les clous qu'on a découverts étaient en fer forgé. Donc, nécessairement, c'est encore une fois, ça nous dit qu'on est avant 1790. Là, vous voyez, là, je cherche à réduire ma fourchette de temps là, pour essayer de faire un focus sur un moment plus précis possible. Là, on se retrouve avec une accumulation massive qui résulte d'un événement ponctuel, c'est un banquet. Et dites-vous bien que c'est un banquet de grande envergure, juste avec la quantité de bouteilles de vin qu'on a découvertes là. Donc, on reçoit des hôtes de marque. Les latrines sont neuves, sont sans odeur, on a beaucoup de bouteilles. On a plusieurs fioles de grappa. On en a une complète, mais il y en avait d'autres qui étaient cassées. Donc, ça nous fait penser à la présence d'officiers de la marine, des gens qui aiment ce type de boisson-là. Et le petit tonneau de rhum, il nous dit la même chose, encore une fois, des officiers de la marine, un ou des officiers de la marine. On a un menu varié, c'est vraiment, on a un festin à plusieurs services. Ça, c'est encore un indice qu'on recevait quelqu'un de très important. On jette la vaisselle, puis on jette la verrerie
au lieu de la laver. Là, on cherche à impressionner les convives. Là. C'est vraiment, on est en lien avec du monde important. Là, on veut leur montrer quelle prospérité qu'on a. On veut faire preuve d'opulence aussi. Hein? Alors, évidemment, ça, c'est un comportement qu'on ne voit pas habituellement. C'est une démonstration. Même les pots de chambre sont jetés plutôt que vidés. Tout y a passé, on a tout jeté. J'ai regardé dans les archives à quoi ça pouvait correspondre. Le premier occupant, c'est le général von Ritzel, commandant de l'armée britannique. Il a écrit des mémoires et sa femme écrivait aussi des lettres. C'est une description du mode de vie à cette époque-là. C'est vraiment très, très bien fait. C'est bien détaillé. Alors, j'ai passé ça en revue et j'ai aucune mention d'un banquet d'une telle envergure. Alors là, on sait qu'ils ont occupé la maison de 1781 à 1784. Donc, on est après 1784 et avant 1790. Là, vous voyez, on est rendu dans une fourchette de temps de 6 ans. Là, il s'est-tu passé quelque chose dans ce 6 ans-là? Quelque chose qu'on connaît d'après les archives? Et la réponse est oui. Il s'agit de la visite du prince William Henry en 1787. Alors, je n'ai pas la certitude absolue qu'il s'agit bien de ça, mais c'est quand même l'événement candidat le plus probable pour correspondre à ce qu'on a découvert dans cette fosse-là. Alors, c'est un banquet. Évidemment, le prince William Henry a été reçu avec tous les égards dus à son rang. Puis là, c'est pas surprenant de voir tout ce qu'on a découvert. Moi, je trouve qu'on a une belle correspondance. Là, c'est fort probablement ça. Ce panneau-là, c'est un panneau d'interprétation installé par le gouvernement du Canada dans l'îlot des Trois Drapeaux. Et la dernière phrase qu'on retrouve, c'est « Le prince William Henry, plus tard Guillaume IV, y fut reçu en 1787 ». Alors, c'est comme si ce panneau-là a été mis là pour dire ce que j'allais trouver. C'est une coïncidence tout à fait extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ce panneau-là qui m'a fait réfléchir sur la possibilité qu'il pouvait s'agir de ça, parce qu'au fur et à mesure qu'on fouillait, les indices s'accumulaient, puis moi, ça tournait assez vite là-dedans. Et quand j'ai lu ça, je disais, hey, ça se peut-tu? C'est-tu possible que ça soit associé? Puis plus ça avançait, puis plus je disais, mais c'est ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas être d'autre chose que ça. Alors, c'est vraiment drôle de voir comment est-ce que la personne qui a installé ce panneau-là a été inspirée là, je ne sais pas d'où ça vient, son inspiration, mais en tout cas, il l'a mis à bonne place. Voici le gouverneur Guy Carleton, également connu comme étant Lord Dorchester, qui était gouverneur de la province de Québec de 1786 à 1791. Et quand on dit la province de Québec, ce n'est pas la province comme on l'entend aujourd'hui, c'était le Bas-Canada, si on veut. Et c'était donc le gouverneur en fonction à cette époque-là. Et on est dans la maison des gouverneurs, donc je présume, et je le mets entre gros guillemets, je présume que c'est Lord Dorchester qui aurait reçu le prince William Henry à cette occasion-là. Là, on a des recherches historiques à faire encore, là, OK? Tout n'est pas coulé dans le béton, c'est pas canné encore. Il faut vraiment aller confirmer tout ça. Mais logiquement, ça devrait être ça, là, selon moi. Et le prince William Henry avait 22 ans à cette occasion-là. Donc, il était certainement en forme pour supporter les abus d'un tel banquet. Et il sera plus tard roi de 1827 à 1837. Vous voyez, c'est beaucoup plus tard. Hein? Ça a été long. En fait, il n'était pas destiné à être roi, là, selon... je ne sais pas comment ça marche, les règles, là, mais il y avait d'autres mondes qui devaient l'être avant lui, mais il a fini par l'être pareil. Et à cette époque-là, il était officier de la Royal Navy. Et plus tard sera connu comme The Sailor King, le roi marin. Vous faites peut-être un lien là, avec les fioles de grappa puis le petit tonneau de rhum. Là. Je pense qu'on a un lien qui s'établit à ce niveau-là. Là. Alors, parlant de rhum et de grappa, voici un assortiment de bouteilles que j'ai réussi à remonter. Là, vous voyez fort probablement la présence de rubans adhésifs. Là. Alors, moi, j'ai fait... Au moment de... En fait, commençons par le début. Au moment de la fouille, quand je voyais que les morceaux s'assemblaient entre eux, je voyais que la bouteille était cassée, mais tous les morceaux étaient là. Alors, je mettais tous ces morceaux-là dans un même sac.
pour me faciliter la tâche, après avoir fait le nettoyage, j'ai lavé tout ça, puis là, je regardais ce qui était dans un même sac, ça se recolle-tu vraiment ensemble? Et souvent, la réponse était oui, vous en avez la preuve ici. Et j'ai fait un remontage avec du ruban adhésif de manière à être capable de présenter justement la collection, de faire des photos de ces objets-là, mais c'est un remontage qui est tout à fait temporaire. Alors, il faudra procéder à un remontage permanent, une restauration par des spécialistes là, dans ce domaine-là. Mais à tout le moins, moi, ce que ça me permet de faire, c'est de vous les présenter. Et ce type de bouteille-là, à corps trapu avec long goulot, c'est tout à fait caractéristique de la période anglaise entre 1770 et 1790. Et principalement, ce qui était contenu dans ces bouteilles-là, c'était du vin de Porto ou du vin de Madère, qui sont des vins fortifiés dont les Britanniques raffolaient. Alors, c'était leur consommation principale. Et j'en suis moi-même un adepte du Porto en passant. C'est vraiment délicieux. Il y a des bouteilles qui ont le corps un peu plus long. Là, je ne suis pas certain que si ce n'est pas juste une variation de forme ou si ça a contenu autre chose, ça aurait pu contenir... Éventuellement, je sais qu'il y a de la bière aussi qui était présente dans ces types de bouteilles-là. On a une bouteille de gin, la bouteille carrée ici, ça c'est une bouteille de gin. On a 2 bouteilles de vin français ici, juste là. Et finalement, notre fameuse fiole de grappa italienne. Alors, quand on regarde ça, bien, on dit comment ça se tient, là, cette bouteille-là. En fait, c'était contenu dans un genre de panier de paille, un peu sur le modèle des bouteilles de vin de Chianti qu'on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça devait la protéger parce que le verre très fin était fragile. Et imaginez-vous sur un bateau, là, à cette époque-là, comment ça brasse, là. Alors, ils ont dû en perdre de ces bouteilles-là, puis je comprends que du point de vue du contenant, c'était pas vraiment pratique. Surtout sur un bateau, c'est pas mal mieux avec des tonneaux de rhum qui sont en bois, puis même s'ils tombent à terre, c'est pas trop grave. Alors, ça pourrait être une des raisons qui expliquait là, le transfert de la grappa vers le rhum. On avait d'autres pièces en verre. En fait, toute la verrerie de table a été jetée dans la fosse avec le reste aussi. On a les grands verres à boire qui auraient pu contenir de l'eau. Éventuellement, ça peut être bon de prendre une gorgée d'eau entre deux bouteilles de Porto. Et les petits verres, eux, étaient parfaitement adaptés à la consommation des boissons fortes, comme la grappa, comme le gin et comme le rhum également. On avait des verres à pied, ce sont des coupes. Et ce ne sont pas des coupes comme on utilise aujourd'hui pour boire du vin rouge ou du vin blanc, là. Ce sont des petites coupes. Regardez ça, c'est exactement ce qu'on utilise pour boire le Porto aujourd'hui. Donc là, on fait le lien entre les bouteilles de Porto et ou de Madère. Ces petites coupes-là, ainsi que les carafes en verre. On en a trouvé une dizaine de ces carafes-là. Je les compte par les goulots, tout simplement. C'est compliqué à remonter. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça montre quand même qu'il y avait des belles carafes. Et ça fait partie également de la consommation des vins de Porto qu'on doit décanter. Donc, il y a du sédiment dans ces bouteilles-là. Et délicatement, on verse le contenu de la bouteille dans la carafe en laissant le sédiment dans la bouteille parce qu'on ne veut pas en avoir dans notre coupe. Là. Ça a souvent un goût très poivré et ça gâche complètement le goût du vin là, si on en a dans la bouche. On avait également des fioles médicinales. Et je n'ai pas de misère à faire un lien avec les abus d'un banquet qui peuvent causer des malaises d'estomac. Alors, ça pourrait être ça l'explication. Et on a également une pièce tout à fait incroyable qui est la jarre de tabac à priser, ici dans le coin, là. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'action de priser le tabac, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on réduit du tabac en très fine poudre et on en prend une pincée et on l'aspire par le nez. Alors là, demandez-moi pas c'est quoi le plaisir de faire ça. Là, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, mais je mets ça en lien avec le faible nombre de pipes en argile blanche qu'on a découvert. Donc, il semblerait qu'à la Maison des gouverneurs, on préférait priser le tabac plutôt que de le fumer. Et cette jarre-là en est un témoin. Maintenant, voici les grands plats comme ceux qu'on voit sur la table. Ce sont des plats de préparation principalement. On appelle ça des terrines. Et elles ont un bec verseur. On le voit ici juste à cet endroit-là.
le bec verseur servait à décanter la crème sur le lait. On remplissait ce bol-là de lait entier, de lait cru, et la crème montait à la surface et délicatement, on faisait couler la crème et on gardait le lait dans le plat. Alors, c'est la fonction du bec verseur, mais ces plats-là étaient utilisés pour la préparation de nourriture, étaient également utilisés pour la présentation sur la table. On s'entend que celui-là, c'est peut-être pas le plus beau modèle qu'on a trouvé, là, mais voici, regardez ça, c'est quand même des très belles pièces. Et on appelle ça de la terre cuite commune ou terre cuite grossière. Et c'est possible que ça ait été fabriqué dans la vallée du Richelieu, entre autres dans le secteur de Saint-Denis, où il y avait beaucoup d'ateliers de céramique. Là, je dis ça sous toute réserve. On n'a pas fait de vérification pour le confirmer, mais l'hypothèse, quand même, est intéressante à vérifier. Alors, en voici un autre. C'est celui qui est présent sur la table juste ici. Et celui-ci, avec sa glaçure verte à tavelure, c'est vraiment... moi, je trouve ça magnifique. C'est très beau là, comme effet de glaçure. Alors, ces pièces-là, vous les voyez, elles sont complètes. Encore une fois, c'est des plats qui ont été jetés en entier comme ça dans la fosse des latrines. Ils sont atterris là, puis soit sous le poids de la terre plus tard ou au moment de l'impact au fond de la fosse, bien, ils ont cassé, mais on les a retrouvés en articulation, là. Les piles d'assiettes. En voici là, quand même une bonne quantité. Alors, ce qu'on comprend, c'est que ces assiettes-là ont été empilées, ont été ramassées fort probablement sur la table du banquet. Ils ont été empilés, ils ont été jetés dans la fosse. Il s'agit de terre cuite fine de type creamware qui était en usage et c'était à la mode là, de 1780 à 1820 au plus tard, là. Donc, nous autres, on est pas mal au début de l'usage de ce type de céramique-là. Vous voyez là, des différents formats d'assiettes également qui sont représentés. C'est assez intéressant de voir les belles décorations qu'on a en relief là, sur la lèvre des assiettes. D'autres pièces en crémoire. On a une carafe que je crois serait une carafe à eau puisqu'elle se distingue complètement des autres carafes en verre, de la dizaine de carafes en verre qui, elles, sont typiquement associées à la consommation du Porto. Donc, ça pourrait être une carafe à eau. On a une saucière, un plat, et on a également une chope à bière. Donc, on ajoute la bière à la liste de nos alcools consommés ce soir-là. Une belle chope à bière. En fait, il y en a plus qu'une, là, mais c'est celle que j'ai réussi à remonter. Un grand plat de service de forme ovale qui se prête très bien à la présentation des plats de poisson ou de viande. Et on a un autre plat ici qui est carré. En fait, c'est celui-ci qui est présenté sur la table, qui serait plus adapté pour les fruits ou même pour le pain. Les pots de chambre. Alors, un de ces deux-là, c'est celui qui m'a fourni l'échantillon qu'on a récolté de matière fécale. Alors, il est ici. Et encore une fois, bon, c'est du creamware et c'est vraiment impressionnant de voir qu'on arrivait avec les pots de chambre et on les jetait dans les latrines plutôt que de les vider comme c'est habituellement l'usage. Là, on est sur une autre catégorie de céramique. En fait, vous voyez en haut, là, on a le plat en pearlware, c'est de la céramique qui est fabriquée en Angleterre avec des motifs chinois. Donc, on appelait ça des chinoiseries dans le temps. C'était très à la mode. Mais la coche au-dessus de ça, là, c'est vraiment la céramique de porcelaine qui vient typiquement de Chine avec des décors polychromes peints à la main. Alors, l'exemple qu'on a ici, ce plat-là en particulier, là, les décors sont rehaussés de lignes d'or. OK? On est vraiment dans de la céramique très, très dispendieuse. On a le petit pichet de porcelaine. On a également quelques petits plats. Et là, il n'y en a pas beaucoup de ça, là. C'est probablement des pièces qui ont été fracturées pendant le banquet parce qu'imaginez-vous que de cette céramique-là, haut de gamme, ça devait avoir un coût prohibitif, puis ça devait limiter l'envie de jeter ça dans les latrines. Il y a quand même une limite là, aux démonstrations d'opulence. Jeter de la porcelaine de Chine dans les latrines, là, ça devient fou. Là. Alors, c'est ce qui me fait croire que là, on est plus sur des pièces fracturées là, pendant le banquet, fort probablement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bien, dans un premier temps, la collection, il
faut faire un remontage professionnel. Alors, il faut recoller ces pièces-là selon les standards de la restauration. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment pour permettre d'illustrer l'importance de la collection et justement l'intérêt de procéder à la restauration. Donc, ça, c'est fait au Centre de conservation du Québec, à Québec. Et là, on est justement en processus là, de voir comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va livrer là, à ces gens-là pour faire le remontage. Il faut également faire des recherches historiques, d'abord sur l'événement du passage de William Henry en 1787, parce que là, on avance ça comme hypothèse principale, mais il faut que ça soit coulé dans le béton par une recherche historique. Il faut aller chercher tous les détails qui sont disponibles et ça va nous servir plus tard à faire la mise en valeur. On va utiliser cette information-là et on va articuler toutes ces informations-là ensemble et il y a un volet qui touche les règles de l'étiquette britannique en matière de banquet en contexte royal ou princier. Là. Évidemment, toute la séquence de service des différents plats, les accords mets-vins, à quel moment on a servi le porto, la grappa. Alors, j'ai commencé à regarder ça un petit peu. C'est assez complexe. Ça change avec les époques, puis ça change. C'est pas du tout la même chose que si on est en Angleterre ou en France. Là. Alors, ça, c'est un sujet qui est particulièrement important parce que quand on va avoir l'information, on va être capable de faire la corrélation avec ce qu'on a découvert, avec les ossements, avec les bouteilles de vin, les différents types d'alcool qui ont été consommés, et ainsi de suite. Alors, tout ça, ça va servir à développer un concept muséologique en vue de la présentation d'une exposition que j'espère permanente ici même à la Maison des gouverneurs. C'est la vaisselle de la maison ici. Alors, nécessairement, c'est ici qu'il faut la présenter. Puis, pour couronner le tout, là, c'est un souhait là, que je formule, ce serait de faire une reconstitution scénarisée et filmée de ce fameux banquet-là, un peu sur le modèle de l'émission télévisée qui s'intitule « À la table des rois »,« À la table des vikings »,« À la table des archevêques », et ici, on pourrait bien sûr faire « À la table de la Maison des gouverneurs ».